Bienvenue les gueules sur le tout un podcast stupide de savoir. Tout tirer amis pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le petit podcast du mercredi, podcast numéro, hop là, je me suis trompé de semaine, 363, podcast numéro 363 avec aujourd'hui une réflexion, une question qui vient de moi-même en fait, il n'y a pas de question d'auditeur, mais où sont les connards? C'est une réflexion que je porte comme ça, puisque on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et dans la vraie vie, le connard est aux abonnés absents. Il ne participe à rien, à croire que finalement c'est un robot qui n'existerait que sur Internet. Puisque le connard ne fait pas de propositions, le connard ne fait pas d'entraide, le connard ne se manifeste d'ailleurs même pas pour être un connard dans la vie de tous les jours. Il disparaît, derrière le fait de ne plus être anonyme sans doute. Et donc, nous ne pouvons plus l'avoir sous les yeux, et il n'existe que quand on allume finalement le téléphone et l'ordinateur, mais c'est très pratique puisqu'il suffit de éteindre l'appareil et hop, le connard disparaît. Alors, on va parler un petit peu de l'annulation des courses à Samoin pour la chaleur, puisqu'évidemment c'est toujours rigolo de voir les commentaires de personnes, surtout quand ces abrutis ont mis leur nom et leur prénom et qu'ils n'étaient pas en fait sur l'événement. Donc tu te dis, mais est-ce que tu peux un petit peu fermer ta gueule? T'es pas là, tu sais pas ce que c'est. Et parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, et parce qu'aussi on était, et on l'est d'ailleurs un peu toujours, seulement mi-juin, ce qui veut dire que l'événement peut se reproduire sur bien d'autres courses. Attention. Et vous allez voir pourquoi il y a quand même des chances que ça se reproduise, malgré qu'on ait vécu des épisodes de chaleur assez violents, hein, tout de même. L'été 2022 était particulièrement chaud, hein, d'ailleurs depuis le mois de juin. 2019, je prends le départ du 90 du Mont Blanc, alors à 4h du matin non, mais en journée 37 degrés à l'ombre à Chamonix. Un autre exemple, été 2018, dans le Beaufortain à Beaufort, alors certes 700 mètres d'altitude, mais enfin quand même 41 degrés l'après-midi à l'ombre. D'ailleurs il y a une personne qui avait eu un petit coup de chaud, hein, c'est rigolo il a pris un coup de chaud. Une semaine de coma. Bon, aïe. Et là, tout de suite, ça rigole un petit peu moins, là. Une semaine de coma, là. Oh putain, ça fait mal. Oh, j'aime ça. Alors, avant de se lancer un petit peu à corps perdu dans les solutions, que je vais bien évidemment vous donner, parce que je suis extrêmement sympathique, quelques petits rappel, les vidéos anecdotes sur YouTube sont finies, hein, ça y est, ce mardi, vous n'avez pas pu vous repaître de quelques bonnes anecdotes, mais écoutez, pour celles et ceux qui ne les ont pas toutes écoutées, foncez, écoutez, vous avez 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 9 vidéos, clac, elles sont tombées au goutte à goutte, semaine après semaine. Et vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est très facile. Donc youtube.com @HugoFerrariDuc et vous tombez sur la chaîne. Alors, je comprends pas comment certains réussissent à ne pas trouver. Je vais éviter de leur répondre en direct parce que je pourrais avoir un jugement par rapport à leur quotient intellectuel qui va les vexer et du coup ils consulteront plus trop mon contenu. Donc je vais laisser passer. C'est quand même pas très dur. Et aujourd'hui, c'est quand même un problème majeur. Vous ne cherchez absolument plus rien. Tout de suite, vous criez, vous hurlez comme un enfant de 1 an, de 2 ans, hein,
pas un enfant à l'école primaire, vous hurlez tout de suite, comme le nourrisson qui a besoin de téter, vous hurlez pour qu'on vous donne la solution, et en fait, elle était sous vos yeux, elle était accessible, et pour cela, il faudrait faire un tout petit peu, parfois, marcher votre cerveau. D'ailleurs, à force de ne pas l'utiliser, vous devenez de plus en plus bête. Pour celles et ceux qui sont relativement intelligents, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'après, plus les gens sont bêtes, plus on les manipule facilement, et on peut leur extraire tout un tas de choses. Mais si vous n'êtes pas encore complètement débile, faites quand même un peu gaffe. Donc les vidéos sur YouTube, ça a beaucoup plu, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah putain, c'est vachement sympa et tout », donc voilà, je me permets, pour celles et ceux qui les ont peut-être pas toutes vues, allez les ratisser, je pense que du coup ça vous fera rire, d'autant plus que si vous êtes là, normalement, ça joue. Sur mon site internet, allez, j'en profite puisque c'est les 3 derniers jours, là j'ai mis un petit code SUMMER15, étant donné que ça va être l'été ce samedi. Et oui, puisque la semaine dernière, ce n'était pas encore l'été, hein, donc si vous aviez chaud, préparez-vous, les températures montent. Allez, je pense qu'au gouvernement, on s'en frotte les mains, hein, une bonne canicule et terminé le problème des retraites. Ah là là là. Mais ils le pensent sans doute, ces enfoirés, hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait pendant le Covid, ils le pensent sans doute. Hein. Il y en a un qui a pensé, c'est sûr. Rigolez pas, c'est avec votre argent, comme dirait Coluche. Non, on a une petite semaine un peu chaude là, mais... Alors ce qui est bien, c'est que les Parisiens vont prendre aussi. Parce que l'an dernier, ils faisaient les malins. C'était que la moitié sud là qui avait un peu chaud. Donc ils faisaient les malins, c'est toujours pareil, toi t'es là, t'as 35 degrés dans ta ville. Et t'as un connard, mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux, qui te dit non mais moi j'ai pas chaud, hein. En fait il est en Normandie, il fait 22, et t'as envie de dire mais putain, mais quel genre de fils de pute es-tu? Donc ouais, petit code SUMMER15 sur mon site pour fêter l'été, voilà, quelques t-shirts pour aller sur les courses avec. Et puis surtout la très grosse actualité là de la semaine, en même temps que j'enregistre le podcast, j'étais en train de faire la petite mise à jour, c'est que notre patriote Christopher Mortier, que vous avez eu en podcast ce mercredi d'ailleurs, enfin un des mercredis, est en train de réaliser son défi, The Big Tree. Donc on a un petit compte rendu tous les jours, voilà, moi je le reçois vers midi, donc là c'était un peu tard, c'était 14h30, et après mon PC a bugué, donc vous l'avez le soir, mais on reçoit un petit compte rendu tous les jours. Donc jour 1, c'était lundi 16 juin, Christopher a fait le premier, donc en fait c'est 3 boucles de 100 km hein, qui sont espacées dans les pays britanniques, puisque je pense qu'il traverse la frontière à un moment donné. Et entre ces 3 boucles, eh bien, il fait des liaisons en vélo. Et mardi 17 juin, bah, du coup, le thème, c'est je termine la fin de la première boucle, je récupère et je repars en vélo pour le départ de la deuxième boucle, puisqu'il y a plusieurs objectifs. Objectif numéro 1, faire les 3 boucles. Objectif numéro 2, être à même de les relier en vélo. Objectif numéro 3, faire les 3 boucles en moins de 24 heures. Objectif numéro 4, faire l'intégralité du bazar en moins d'une semaine. Vous voyez, il y a plusieurs objectifs dans le défi, donc c'est assez marrant parce qu'on va pouvoir voir quelle case il arrive à cocher. Et donc voilà, pour nos chers patriotes, sur mon site, vous avez son petit rapport journalier, très sympa, il y a un petit texte débrief. Et après, pendant environ 1 minute, c'est un petit montage vidéo, quelques vidéos pour se rendre compte. Alors pour l'instant, il a l'air d'avoir toutes les météos. C'est sympa, mais ça veut dire beaucoup de pluie, quand même. Et ouais, bon après c'est l'Angleterre, hein, c'est quand même un pays de tarés. Donc voilà, écoutez, c'est tranquille, pour une somme absolument dérisoire, hein, 6 € par mois. C'est assez incompréhensible d'ailleurs, la volonté de certains de ne pas payer même une somme absolument ridicule pour s'informer. Peut-être finalement n'en ont-ils pas l'envie. Je vais aussi tirer le plan UTMB. Bon là on va faire le Lavaredo, voilà, c'est sympathique. Quand vous faites de l'ultra trail, la seule vraie compétition c'est l'UTMB, tout le reste c'est pipo. Et si je sors les chiffres, vous allez vraiment passer pour un énorme gland, donc essayez pas de me tester là-dessus, parce que les mathématiques
sont très violents, étant donné qu'il n'y a pas de débat avec des mathématiques, c'est oui ou non. Donc forcément, quand vous avez tort, vous passez pour... Je vous renvoie au titre. Alors pourquoi ce titre ? Justement. Non, putain, je vous ai même pas parlé du plan UTMB, je passe direct à la suite. Je vais faire un J-60 en podcast, mais il sera pas quotidien. En fait, l'intérêt, parce que quand je faisais un J-30, c'était quotidien, c'était sympa, mais au final, on parlait pas tant que ça d'entraînement. Il y en avait, bien sûr, on rigolait sur une sortie ou deux un peu longue, mais très vite, avec le J-30, on arrivait dans la phase d'affûtage et on se faisait un peu chier. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, après l'avoir fait peut-être 5 ou 6 fois, et encore une fois, vous retrouvez absolument tout depuis 2018 sur mon site internet, pour une somme, je vous le répète, totalement dérisoire, à moins que vous soyez extrêmement pauvre, mais comme vous êtes français, c'est possible, mais bon, après, tant pis, démerdez-vous. Donc, un J-60, parce qu'en fait, on va partir, c'est très intéressant cette année avec le Lavaredo, on va partir du lendemain du Lavaredo, donc le lundi après le Lavaredo, c'est J-60. Je démarrais le podcast le mardi sans doute, donc J-59. Et en fait, on va ratisser toute la récupération. Et je pense que ça va intéresser énormément de monde. Puisque là, il faut vraiment que je me mobilise pour bien récupérer de ce 120 km, étant donné que 8 semaines après... attendez... Oui, c'est ça, du 30 juin au 6 juillet, on sera à S-8. 8 semaines après, on a l'objectif principal. Et vous allez voir pourquoi finalement c'est pas si con de faire un Lavaredo là-dedans, puisque l'UTMB, le temps de course, c'est quasiment le double. C'est un peu moins, ouais, parce que, admettons que je mette 13 heures au Lavaredo, ce qui est mon objectif suprême, le double ça fait 26 heures, donc oui, c'est quand même pas terrible. Voilà, c'est quasiment le double, on va dire. Donc il y a une autre philosophie à enclencher en fait, il y a encore des entraînements un petit peu différents, vous voyez ? Par exemple, c'est pour ça que Duncan n'y est pas arrivé quand il a essayé. Comme vous êtes des veaux nourris aux réseaux sociaux, ça y est, la mentalité de tout le monde a changé, vous étiez là, il va y arriver, il court vite, hop, 50 km. Ça fait peu sur une course de 176. Après, c'est pas tout à fait vrai, il a quand même fait une petite roco, il est pas arrivé en slip, mais bon, c'était un petit peu couru d'avance. Donc là, on va basculer ensuite, après une récupération, sur le bloc, et là, on pourra le vivre intégralement, ça va être fascinant, avec bien sûr des comparaisons avec les autres années, en termes de kilomètres, parce que j'ai analysé un petit peu les dernières années, 4-5 années, et en fait, des fois, putain, il manquait, quoi. Donc là, on va se repencher dessus, même l'an dernier, on avait une préparation qui était un peu bizarre, puisqu'il y avait eu une similité entre les deux, qui avait permis de terminer le challenge national à la 3ème place, et puis d'empocher 3000 €, alors 2250 évidemment, une fois qu'on donnait sa part à l'URSSAF, qui est gourmande hein, quand même, très 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 gourmande, mais tout de même, et ce qui finalement avait brisé un peu le truc, puisque derrière on avait eu des semaines, mais vous le verrez, c'était pas énorme non plus. Il y avait eu de l'adaptation à la chaleur qui était finalement du cramage. Donc là aussi, méfiance, vous allez avoir des zigotos du web qui vont vous parler de l'adaptation à la chaleur. Ils vont vous raconter évidemment de la merde, ou vous parler seulement de la face visible de l'iceberg, et vous serez exactement comme moi l'an dernier. Vous serez niqué. Parce que derrière, vous n'allez pas assimiler. Alors, en général, se faire mal à la gueule, on y arrive. Surtout en trail. Assimiler, oulala, ça parle chinois là tout de suite. Mais Francis, quand tu mets le réveil à 3h30 du matin pour courir 3 heures avant le boulot, tu penses pas que ça te fatigue un peu ? Ouais, mais le corps s'adapte. 6 semaines après, il a une fracture de fatigue. Mais le corps s'est adapté, hein. C'est génial. Bravo, félicitations.
Voilà, donc le J-60 va être très intéressant puisqu'il va englober justement l'intégralité du bloc de préparation et puis après toute la période d'affûtage qui va être aussi sympathique puisque j'avais été déçu de mon affûtage au Chianti, j'avais pas eu les sensations espérées le jour J, il manquait le petit plus. Il y a des choses un peu nouvelles là pour le Lavaredo, on verra si ça joue ou pas. Et après ce Lavaredo, justement, je déciderai courant juillet, et bien sûr avec l'appui du coach Patrick Bringer, de la tenue à suivre pour l'affûtage de l'UTMB. Alors ça, c'est une période, elle est pas très très grave, parce que vous êtes en forme, point barre. Hein. Si vous êtes en forme début août, vous êtes en forme fin août. Hein. Ça, y a pas de disquette, y a pas... Mais c'est le petit plus qui fait que vraiment, le jour J, vous sentez que waouh, vous êtes léger, la journée est incroyable. Alors jusqu'à ce que vous soyez fatigué, hein, environ 3/4 de course, mais et vous sentez le truc est là, quoi. Alors que si vous êtes juste bien entraîné et en forme, ça avance correctement, ça va vite, mais vous sentez il manque un truc. Vous sentez il manque quelque chose. Quelque chose qui est pas capital, mais quand même, ça fait un peu chier quand c'est l'objectif. Bref. Ce J-60 sera très intéressant. Je pense qu'il va pas mal ressembler au J-45 du Chianti, c'est-à-dire une présentation en début de semaine de ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire. Au milieu de la semaine, alors ce sera le mercredi en public, ce sera le vendredi en privé, ça va dépendre un peu des semaines. Il y aura des thèmes, des trucs, des machins. On pourra revenir dessus. Les sujets ne manquent pas étant donné que, en général, le contenu en running est absolument éclaté au sol puisque les gens oublient de parler de l'expérience. Ils ont le nez dans les livres. Joli, je fais pas. Joli, je fais pas. Et quand ils font, poum, ça prend des gros râteaux. Et après, on aura le bilan de la semaine le dimanche, puisque l'entraînement est sur le papier, mais courant de la semaine, il y a les péripéties. D'ailleurs, vous voulez faire une adaptation à la chaleur, vous prenez une semaine d'orage, vous l'avez dans le cul. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire que l'entraînement décidé le lundi matin pour la semaine ne ressemble pas forcément à l'entraînement vu et vécu le dimanche. Et après, ça permet aussi de revenir sur tout un tas de choses. Une séance difficile qui a été bien passée, par exemple, c'est un indicateur très intéressant. Ça peut être à suivre. Tu dis putain, cette séance était dure, j'ai quand même très très bien vécu, quoi. Donc là, c'est un indicateur de forme très intéressant. Et à l'inverse, complètement, une séance un peu, tu dis putain là j'y arrivais pas, c'était quand même pas très dur. Pareil, après ça corrige le tir d'une semaine à l'autre, ça permet d'avoir un suivi, un schéma. Et niveau question des auditeurs, là on va se régaler, on va faire du freestyle presque. Ouais. Ah, s'il faut passer du quotidien à un moment donné, on le fera. Il y aura pas trop de règles, ce sera cadenassé comme ça, mais au milieu, on va bourrer, ça va être sympa. Alors, on en vient au titre du podcast qui est, je le rappelle, mais où sont les connards ? Et oui, où sont-ils ? Où sont-ils ? Alors, donc là, on va coller le truc à Samoa, mais en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de mettre ce titre. Déjà parce qu'il claque, hein, quand même. Quand même, il pèse. Putain. Quand même. Vous l'avez vu, hein, franchement, vous avez envie de cliquer. Là, niveau putaclic, ça vaut presque le gros veut sa médaille. Celui-là était très très bien. Il était très sympa, intemporel en plus, puisqu'à Samoa, nous avons distribué des médailles et les gens étaient contents de les recevoir. Donc, magnifique. Le gros veut sa médaille. Parfait. Royal. Tout est là. Chaque week-end. Putain, ils m'en ont même donné une au Mongrel. Les salauds. Ouais, elle était jolie, c'est vrai. Je l'ai pas vendu encore d'ailleurs, vous voyez, un petit sentiment, c'est vrai. Mais j'avais gagné la course après moi, à la limite j'avais droit à la médaille, tu vois. Bref. C'était excellent. Et non, ça part d'un constat qu'en fait, le hater des réseaux sociaux, qui est impressionnant hein, quand même, puisque vous y allez peut-être pas, mais moi j'aime naviguer dans la jungle de Twitter. Jungle qui est intéressante d'ailleurs pour... une fois que vous avez écarté un peu toute la merde, et que vous vous êtes bouché le nez,
il y a des sujets qui sont quand même bien développés, bien creusés, c'est très intéressant. Par exemple, je donne quelques billes sur ces annulations de courses liées à la chaleur à Samoin. Et derrière, pas mal de commentaires, plutôt intelligents, force de proposition, très intéressant. Alors, souvent malheureusement donné par des gens, comme on pourra revenir, il y avait une solution qui avait été proposée, c'était de contrôler les sacs au départ. Et en fait, en pratique, ça marche pas très bien. Je vais expliquer pourquoi après. Mais intéressant, constructif, et puis sur tout un tas de sujets, des fois vous avez des threads à dérouler, et après il faut toujours bien vérifier, des fois le mec se plante complètement, il part avec des mauvais chiffres, ça va dans tous les sens, mais en tous les cas ça éveille la curiosité, c'est quand même très intéressant. Après c'est dur de trouver ce qui est bien, puisque au milieu vous avez tout un tas de comptes qui vous parlent de trucs politiques qui sont tous détestables les uns les autres, donc là évidemment il faut bloquer pour essayer de faire comprendre à l'algorithme que vite vous voulez surtout pas voir ça. Et là d'un coup vous tombez sur la déclaration de patrimoine d'Éric Lombard et vous êtes à deux doigts d'appeler Téhéran pour leur dire vous voulez pas en mettre une petite sur l'Elysée là quand même, entre deux frappes sur Israël s'il vous plaît, vous en envoyez juste une sur l'Elysée parce que j'en peux plus. Mais il faut pas faire ça, donc vous bloquez, vous êtes tranquille. Donc ouais, jamais rencontré de haters. J'en veux pour preuve le tout dernier, Alain David, avec 2 L en plus, Alain, je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il est tellement mongol qu'il l'a mal écrit, 4969, voilà, derrière le Alain David, qui sur une vidéo YouTube écrit OSEF, OSEF, donc la diminution de on s'en fout. Alors on comprend pas trop pourquoi, est-ce qu'on s'en fout du sujet dans la globalité, est-ce qu'on s'en fout de ce qui est raconté dans les premières 30 secondes, à la 5e minute, à la 17e minute, on sait pas trop. Quand on lui demande éventuellement un début de bribe d'explication, évidemment on n'a pas de réponse. Et on a donc une tête grise, puisque c'est une photo de profil générique, Alain David 4969, OSEF, on ne sait pas, perdu dans l'espace-temps. Voilà, alors moi je l'ai quand même remercié, parce que grâce à son commentaire, en fait, l'algorithme YouTube voit qu'il y a de l'interaction sur ma vidéo, et du coup va la faire remonter dans les éventuelles recherches. Je l'ai remercié de ce geste. Comme elle est monétisée, on encaisse. Et voilà, continue Alain David. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après ? Bon, des exemples, on en a tout plein, mais vous avez... Donc, Samoin annule les courses à cause de la chaleur, on va revenir dessus en détail, mais... Vous avez tout un tas de personnes qui écrivent des commentaires désobligeants. Alors là, faut qu'ils fassent quand même attention, parce que pour certains, il y avait le nom et le prénom. Donc on peut imaginer relever le nom et le prénom et éventuellement les mettre dans un Excel. Et on pourrait même imaginer se transmettre cet Excel d'organisateur à organisateur, tu vois. Il y aurait une rubrique « mec chiant ». Et donc le nom de l'Excel, ce serait « les casse-couilles ». Il y aurait une colonne avec le nom, une colonne avec le prénom. Éventuellement, pour plus de détails, une colonne commentaire avec un copier-coller de ce que la personne se permet d'écrire. Et, oui, par exemple... Ouais, qui on a là ? Ouais, Julien Triolier, ouais. Ouais, attention, Julien, ouais. Du coup là c'est dommage. Et après on en a qui défendent aussi, mais bon il y a un peu de tout. Mais il y a beaucoup de gentils en fait, c'est pour ça que je voulais mettre en titre mais où sont les connards, parce qu'il y a énormément de personnes très très sympathiques, déçues évidemment, mais qui ont compris que ça ne fait plaisir à personne. Absolument personne. Mais voilà, sous le coup de l'émotion, de temps en temps ça part. Et je pense que j'aurai exactement la même réaction, c'est-à-dire je suis sur une compétition, j'arrive à un ravitaillement, j'apprends qu'elle est annulée. Je pense que je me retourne vers mon pote, je fais
putain, mais ils font chier ces enculés. Mais c'est une phrase qui reste dans la sphère privée, en fait. Elle est là, comme ça, elle part dans la nature, elle exprime une déception à l'instant T, et elle disparaît après. Et effectivement, 1 heure après, j'ai relativisé, je suis détendu, j'arrête de crier partout. Mais j'extériorise, dans un premier temps. Et je veux pas m'amuser à le mettre sur papier, quoi. Et en fait, sous ces commentaires désobligeants, vous avez finalement que des gens très gentils, voilà, qui prennent un petit peu la défense de tout le monde, hein, puisque l'organisation, qui est déjà bénévole, hein, déjà, les bénévoles tout court, hein, qui sont venus juste le jour J, les secouristes, même s'ils sont payés pour travailler le week-end, c'est pas le kiff, quoi, d'aller voir une orga et de dire bon là il faut stopper. Ça leur fait pas plaisir, hein, évidemment. Ce qui leur fait plaisir aux secouristes, c'est quand ils restent à boire le café à la buvette et qu'il n'y a pas d'intervention à faire. Là, ça leur fait plaisir, ils sont contents. Ils sont payés à rien faire, ils sont contents. Et quand il faut aller secourir partout et à un moment donné prendre des décisions fâcheuses, ça leur fait pas plaisir. Voilà. Voilà. Putain, si, j'avais pensé aussi à ce titre. Donc j'ai rencontré Hugo Clément, qui est quand même une sacrée personnalité, hein. Après vous l'aimez pas, vous l'aimez, dans tous les cas vous le connaissez pas vraiment, donc c'est un peu... Mais donc j'enregistre un podcast avec lui, à sa demande, d'ailleurs il va sortir ce samedi 21 juin ou le suivant, je sais pas trop comment ils agencent le truc, et je lui dis, parce que je suis un peu son contenu, alors des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, on va pas revenir là-dessus, on s'en fout. D'ailleurs, quand ça me plaît pas, en fait, je zappe, tu vois, je suis pas là à m'énerver, putain, quel enculé, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire ça, en fait, maintenant je travaille, j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps d'être dans la réaction, comme ça, Non, il y a des colis à faire, il y a du texte à écrire, il y a des entraînements à réaliser. Non, on peut pas. Non, j'ai un travail, moi. Vous savez, je suis pas comme ces gens qui. Mais je lui demande. Je lui dis putain, Hugo. D'abord, je lui propose un steak, tu vois. Mais il n'a pas voulu. Et je lui demande. Je lui dis mais il y a pas quelqu'un qui t'a agressé un coup dans la rue, parce que là on est dans Paris, tu te promènes. Putain, quand on lit sous tes posts, et je reprends Twitter, c'est mon dada un peu. Putain, mais tout le monde t'insulte. Après, ceux qui aiment, ils mettent pas de commentaires, donc forcément. Je lui dis, mais y a pas quelqu'un, un jour, je sais pas, il t'a mis une baffe dans la rue, un truc comme ça, quoi. Et il me dit, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Pourtant, le mec, il est pas là depuis l'année dernière. Si je tape Wikipédia... Hugo. Non, attendez, je vais aller sur ChatGPT, parce que ça consomme un petit peu plus de ressources, donc ça lui fera plaisir. C'est pas vrai en plus. Fais-moi le CV de Hugo Clément. Allez, dépêche-toi, ChatGPT, là, on n'a pas que ça à foutre, on est en train d'enregistrer un podcast, putain. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, voilà. Putain, il y a beaucoup d'enseignements. Dis donc, elle ChatGPT, vachement. Ah ouais, reporter sur France 2 de 2012 à 2015, vous vous rendez compte ? Plus de 10 ans, quoi, le truc. Le petit journal Ah oui, c'est là où je l'ai connu, ouais. Puis quotidien, une petite année, ouais, ok, ouais. Combini, ah mon dieu, quelle horreur. Retour à France TV, ah, ça va. Non, mais voilà, plus de 10 ans, quoi, donc... Et il m'a dit jamais. D'où le titre. Mais où sont les connards ? Donc voilà, ils n'existent pas, en fait, ils sont uniquement sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc voilà, maintenant que j'ai répondu à la question du titre, nous allons pouvoir passer au petit podcast du jour, mais justement pour parler un petit peu de cette chaleur, parce que ça va quand même pas trop aller en s'arrangeant. Alors, on peut débattre de l'évolution du climat, n'empêche que dans un horizon de temps assez court, vous allez prendre des températures plutôt chaudes dans la poire. Jusqu'à quand ça va durer, on s'avancera pas là-dessus, mais à un horizon 5 ans, les étés seront plutôt chauds quand même. Hein. Alors, ce qui veut dire que notre problème lié au trail, parce que c'est ça qui nous intéresse, va revenir. Et on veut pas ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Samoin ?
Samoin, pour recontextualiser, c'est un trail de montagne de très haute altitude, puisque vous allez à plus de 2500 mètres. Et en fait, la petite spécificité, c'est que vous êtes vraiment très 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 loin des routes. Par exemple, autour de Val d'Isère et Tignes, où vont se dérouler les championnats de France, la route, qui est une très belle route, qui passe au col de l'Iseran, c'est 2750 mètres. Donc vous voyez, la capacité d'action des secours va être beaucoup plus facile, puisque le véhicule peut aller à 2750 mètres, et d'ici, des pistes forestières partent vers l'Aiguille Perse, par exemple, qui est à 3400 mètres d'altitude, même si elles vont pas jusqu'en haut, et vous pouvez finir en quad, et puis après les quelques derniers mètres à pied. Donc vous voyez, la montagne est très très différente par rapport à où vous êtes. Samoin, quand vous partez, donc mon exemple favori, ça va être le 33 km, c'est eux qui vont prendre. Quand vous partez en direction de la tête de Bostan, mis bout à bout, il y a 1700 mètres de dénivelé à faire quasiment une fois. C'est quand même un truc, peu de gens y sont habitués. Parce que déjà, moi, faire 1700 mètres à côté de chez moi, c'est des cavés, d'accord ? Bon, si on chipote un peu, sur 5,5 km, j'arrive à faire 1300 D+. 1200. Vous voyez, déjà, putain, ça occupe. Alors, 1700, c'est encore pire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous êtes embarqué dans cette montée, vous êtes livré à vous-même. Alors, ok, il y a des points de ravitaillement, mais en fait, il faut pas regarder le kilomètre entre ces points de ravitaillement, il faut regarder le temps. Et c'est ça qui a posé un petit peu problème. Donc, on lance les courses, le 118 km lancé à 21h30 le vendredi, pas de problème, les mecs qui s'inscrivent là-dessus, quand même, il n'y a pas vraiment de débutants, ça y va, quoi, c'est plutôt sérieux. Je sais plus si c'est 92 ou 96 km, il part à 3h du matin, bon, ça pose pas trop de soucis, c'est en plus un peu la nuit, etc. Bon. 5h du matin, le 72 km, pourquoi pas. Ils avaient une première partie autour du col de Jouplane qui était pas très très dure et qui serpentait un petit peu grossièrement autour du col de Jouplane, donc à la limite sur la première partie vous êtes jamais très très loin. Par contre après effectivement ils partaient faire cette fameuse tête de Bostan qui est magnifique, et encore ce que vous avez derrière, c'est wow. Et puis, à 7h du matin, on lance le 49 km. Alors déjà, là, on sent quand même, donc un départ en 2 vagues. On voit quelques coureurs, vu la tenue, on peut douter. On peut douter de la préparation, de la pertinence du textile, on peut douter de tout ça. La journée annoncée chaude, etc. Vous avez un mec qui part avec un pantalon, je parle même pas d'un collant, je parle d'un pantalon. On peut douter. On peut se dire quand est-ce qu'il met un short, quand il fait 55 degrés, quand il traverse le désert, on sait pas. On peut douter déjà. Beaucoup n'ont pas de casquette, certains sacs apparaissent un peu petits. On peut déjà commencer à se poser un peu des questions. Est-ce que 49 km, 2900 mètres, il y en a peut-être un peu beaucoup qui se sont dit ouais, je suis capable, l'an dernier j'ai fait un 32 bornes dans le massif central, 49, ouais, c'est l'échelon au-dessus, je suis capable. Et ça part d'un bon sentiment, en fait. Ça part d'une certaine logique. Sauf que, il y a la différence du terrain. Et c'est ça qui pêche, en fait. Et là, 8h, on lance le 33 km. Alors, il y a du monde, 860 partants. Inscrits, pardon, donc avec les non-partants, sans doute un peu moins. Mais c'est une habitude en fait. Il y a toujours eu beaucoup de monde sur le 33 km à Samoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Samoin, enfin les trails de Samoin, Ultra Trail du Haut-Gif maintenant, mais avant ça s'appelait Samoin, je sais pas quoi. Ça a toujours été organisé autour de la très grande distance. Donc avant c'était le 90, quand mon frère l'a gagné, ça faisait même d'ailleurs peut-être que 80 en 2017. Ça a toujours été organisé autour de la très grande distance, et puis après on a mis des petits parcours comme ça pour occuper les gens le reste de la journée, mais globalement, toute l'attention était vraiment focus sur le très grand parcours. Voilà, c'est vraiment ça qui excitait les organisateurs. Et donc là, par exemple, le 118 km. Et en fait, la réussite est totale, puisque
sur le 118, là, cette année, très très peu de problèmes, en fait. Que des mecs aguerris, voilà, l'expérience de la haute montagne, même si elle est courte, l'expérience quand même, c'est-à-dire on sait ce que c'est. On y allait très peu de fois, mais on y allait une fois. On comprend les enjeux, la difficulté, le fait que oui, le ravitaillement est seulement 5 km après, mais comme c'est 5 km de montée, je dois avoir sur moi 2 litres d'eau, je dois avoir sur moi, si je suis un peu sensible, une casquette saharienne, etc., 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 etc. Je vois un ruisseau, je m'arrose. Il y a des gens, ils pensent que c'est dégueulasse, alors oui, on peut en débattre, mais là, vous êtes en train de faire un effort par 30 degrés, donc arrosez-vous, vous vous laverez après. Donc en lançant le 33 km, je me suis dit, putain, ça fait du monde quand même, il fait un peu chaud. Mais, encore une fois, c'était comme ça les autres années. Et en 2022, on avait déjà vécu une année très très chaude. Bon, je me souviens que les secouristes avaient dit, ouais, putain, c'est un peu chaud quand même. Ouais, là, on n'a plus trop de perfusion et tout. Puis bon, après, la journée c'était fini. Finalement, il n'y avait pas eu trop d'autres appels. Mais déjà, certaines personnes avaient fini dans un très mauvais état. Hein, parce que il y a des gens, d'ailleurs, faut que je me le note là. Tiens, attendez. Attendez, je me note ça là. Interviewer des secouristes. Interviewer secouristes. Parce qu'à mon avis, vous n'avez pas assez conscience de ce que vous risquez. C'est pas que les gens sont profondément bêtes, pas du tout. C'est un manque d'information. Ce qui est très possible, puisqu'en fait, quand vous vous inscrivez à une course, vous payez une organisation, et en échange de votre argent, vous avez un parcours balisé, donc a priori faisable, des ravitaillements tout le long pour vous permettre de boire et de manger jusqu'à l'arrivée, et un numéro, vous appelez les secours arrivent. Voilà, globalement, quand vous vous inscrivez à une compétition, vous payez pour avoir ça. Et accessoirement, à la fin, vous avez votre temps qui a été chronométré, vous avez un speaker qui vous a dit bravo, vous avez putain une médaille, vous faites premier de votre catégorie d'âge, vous avez un petit cadeau en plus, vous vous faites tripoter par des masseurs, vous avez une petite douche pas trop loin, un repas, etc., etc. Mais vous venez parce que vous savez où vous allez aller sans chercher votre chemin, vous aurez à manger sur le parcours et à boire. Et s'il y a un problème, vous pouvez appeler quelqu'un qui vient vous chercher. Voilà. Et le problème, justement, c'est que sur ce 33 km, qui n'en faisait d'ailleurs que 32, et qui faisait 2100 et quelques mètres, peut-être quasiment 2200, le problème, c'est que c'était réparti de cette façon-là. C'est que vous aviez une seule très grosse bosse. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très très rare. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait du trail depuis, déjà, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est, disons, il est dans le Beaujolais. Voilà, il est au nord de Lyon. Il aime bien participer à l'Ultra Trail du Beaujolais, enfin aux courses de l'Ultra Trail du Beaujolais qui ont lieu samedi 11 octobre cette année. C'est une organisation très... Oui, c'est ça, samedi 11 octobre. C'est une organisation très sympathique. Il y a une course qui fait 42 km et 2000 mètres de dénivelé. Attendez, je vérifie. Parcours. Donc il y a une course... Eh, viens là, toi. Voilà. Il y a une course qui fait 42 km et 1900 mètres de dénivelé. Bah tiens, je l'ai fait une fois. Bah ça s'est pas trop mal passé. Bon, même si j'ai fini plutôt à l'arrière du peloton, bah j'étais large dans les barrières horaires, donc pas de soucis. Comme j'ai fait 42 km et 1900 mètres de dénivelé, bah tiens, cette année, sur l'Ultra Trail de Haut-Gifre, il y a le 33 km. Il a l'air sympa. Bon, c'est vrai qu'il a l'air un peu péchu, il y a 2000 mètres. Mais comme j'ai fait 42 km et 1900 mètres, ben je pense que je suis largement capable de faire 33 km et 2200 mètres. Et la personne qui se fait cette réflexion, on peut pas lui en vouloir, c'est assez logique. Et on le comprend. Sauf que comment il est fait le dénivelé aux 42 km du Beaujolais vert, c'est-à-dire que vous avez une première montée, un petit peu de plat, puis après ça monte, voilà, kilomètre 10, vous avez fini cette grosse première montée, vous avez fait à peu près 500 mètres de dénivelé, kilomètre 10. Vous descendez, il y a une petite colline, il y a une colline un petit peu plus grosse qui fait 200 mètres de dénivelé, vous descendez, bon là il y a un taquet,
Là, il y a un taquet qui fait 300 mètres de dénivelé, 280. Un peu de plat, vous redescendez, un truc de 200 mètres, des toutes petites collines, 30 mètres par-ci, 50 mètres par-là, une dernière petite bosse, et une descente fluide jusqu'à l'arrivée. Donc vous voyez, c'est très très varié, très joueur. Vous allez vous retrouver dans une montée pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes, maximum. Après c'est fini, vous retrottinez un peu sur le plat, vous retrottinez un peu en descente, vous avez une montée, etc., etc., etc. Et surtout, je pense qu'on peut envoyer le quad aller vous chercher n'importe où. Et donc en cas de problème, on vous benne à l'arrière du quad, on vous ramène très très vite sur une route où il y a un véhicule un peu plus sécure, et très rapidement, vous êtes transporté à l'hôpital le plus proche, peut-être Tarare, ou j'imagine au nord de Lyon. Ce qui, en tout et pour tout, en 1 à 2 heures, vous êtes sauvé, vous êtes sur un lit d'hôpital entre les mains d'un médecin. Problème à Samoin. Vous partez sur ce fameux tour de Boston, et en fait, vous allez monter. Et la fin de la montée, elle est à 2450 mètres d'altitude, Samoin c'est à 700. Et pour y aller, vous avez un ravito au niveau du kilomètre 12. Et en fait, derrière, c'est une montée en ligne droite, sur vraiment une espèce de langue, comme ça, de herbeuse, avec une falaise des deux côtés. Alors, une falaise pas très raide, parce qu'il y a des chemins qui traversent. Mais globalement, c'est un peu à pic. Et déjà, à ce ravitaillement, alors, le principal problème, on va y revenir, il y a un problème, quand même, là, où l'organisation pourrait serrer la vis. Mais une fois que vous avez fini ce parcours un peu doux, même si ça monte quand même jusqu'au col de la Golaise au kilomètre 12, derrière c'est le gros morceau. Et en fait derrière il n'y a pas de point de non-retour. Ça veut dire que si vous êtes en difficulté à ce ravitaillement du kilomètre 12, derrière vous partez pour 800 mètres de dénivelé sans aucun arbre exposé au soleil, 800 mètres de dénivelé exposé au soleil, et une descente technique à l'intérieur d'une combe, donc l'air chaud remonte dans la combe, pour ensuite trouver un point d'eau au kilomètre 20, mais il faudra encore en faire 3 avant de couper une route au niveau du hameau des Alamans. Ce qui fait que quand vous quittez le kilomètre 12, la prochaine route, soit vous revenez 3 bornes en arrière, soit vous faites 11 km dans l'autre sens avec les 800 mètres de dénivelé. Donc là, vous n'êtes pas au milieu de ma fat, mais quand même, s'il y a un problème, on va pas aller vous chercher tout de suite. C'est pas parce qu'on veut pas et qu'on est feignant, c'est parce que pour accéder au chemin, c'est à pied. Ou avec un hélico. Et vous allez me dire, c'est bon, si j'ai un problème grave, l'hélico peut venir me chercher. Oui, tout à fait. Tu as raison. Sauf que tu n'es pas tout seul. Et l'hélico... Donc on a dit 860 coureurs inscrits sur le 33. 500 et quelques sur le 50. Le 70 est en cours de route. Le 90 est en cours de route. L'ultra est en cours de route. Vous avez 5 courses, à peu près 2000 coureurs, ouais même un peu plus, qui vont potentiellement solliciter des secours. Donc, au moment où vous allez avoir un problème, vous allez appeler, et si les secours sont déjà en train de secourir quelqu'un d'autre, vous l'avez dans l'os en fait. Pourtant, à Samoin, le billet des secours est très élevé, parce que justement, il faut qu'ils aient cette capacité d'agir très vite en haute montagne. Il y a un coureur qui a chuté, et je pense que c'est une fracture tibia-péronée, de ce qu'on m'a dit. Donc lui, pas de bol, il s'est pris un peu les pieds dans un caillou, il est tombé, c'est le truc, putain, il en arrive pas 50 à chaque fois, quoi, c'est quand même... lui, intervention rapide, quoi, clac, 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 clac. Sauf que pendant ce temps-là, s'il y a un Gugus qui a pris un coup de chaud parce qu'il a pas amené assez d'eau, on est emmerdé au niveau des secours.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de coureurs, et ça, je veux dire, je l'ai pas inventé, c'est-à-dire que les coureurs du 50 km qui rattrapaient ceux du 33 km sur la tête de Boston ont bien vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient assis dans l'herbe sur le côté, ça cherchait l'ombre, ça redémarrait pas, beaucoup étaient en souffrance, et il y a eu une surutilisation en fait à ce moment-là des secours. C'est-à-dire que quand vous avez 40 secours, admettons qu'il en faut 5 pour aller secourir une personne, vous pouvez secourir 8 personnes. Ah ben je sais, les maths c'est chiant, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous avez 40 secouristes, vous pouvez secourir 8 personnes en 2 heures. Pourquoi en 2 heures ? Parce que pour aller chercher Kiki, bah il faut marcher, il faut faire voilà le véhicule, le truc, le machin. Une fois que vous êtes arrivé devant le monsieur en PLS, ou la dame, hein. Alors, j'aimerais qu'on fasse des statistiques. Je pense qu'il y a il y a vachement moins de dames qui appellent les secours. C'est une simple impression quand je me suis promené dans la salle où on foutait les mecs sous perf. Je crois que j'en ai pas vu. Il faudra que je demande. Donc oui, quand on vient vous chercher, déjà on met un certain temps à venir vous voir, et les secours ils sortent pas une pilule magique. Vous continuez de souffrir jusqu'à ce qu'ils vous ramènent en lieu sûr, et jusqu'à ce que là on vous prenne en charge. Mais quand c'est par exemple, quand c'est la fracture tibia-péroné, la prise en charge elle est assez simple. Le mec il est gavé d'antidouleur, il passe au bloc assez rapidement, de toute façon il est shooté, il voit pas ce qui se passe. Puis voilà, le lendemain il a son attel, son truc, le rendez-vous chez le chirurgien, le kiné, ça déroule. La fracture ça déroule. Mais l'hyperthermie, à un moment donné, ça part en couille, et pour vous ramener au niveau normal, on galère. Et quand on n'y arrive pas, c'est pas moi qui vais vous dire ce qui se passe, mais je vais vous mettre un petit audio tout à l'heure. Donc, problème. Beaucoup de coureurs du 33, comme ça, sursollicitent les secours et saturent le truc. Une fois que les secours sont saturés, ils ne peuvent plus agir sur les nouvelles demandes. La seule solution à ce moment-là, c'est d'interrompre la course. Donc, ce qui se passe, c'est que les secouristes disent, là, on est tous sur le pont, pendant 1 à 2 heures, on peut secourir personne en plus. Donc, messieurs de l'organisation, là, il faut stopper la course. Les gens doivent s'arrêter. Alors, évidemment, ça marche pas. Parce que les gens sont dans la forêt, dans la montagne, etc., etc., donc ils n'ont pas d'infos. Vous envoyez un SMS à tous les coureurs, il y a plein d'endroits, il n'y a pas de réseau, machin, il a plus de batterie. En fait, très peu de monde est au courant d'un coup. Donc, ce qui se passe, c'est que les coureurs sont au courant quand ils rejoignent un point de ravitaillement. Et entre les deux, il y a un timing qui peut durer 2, 3, 4 heures avant que tout le monde soit au courant. Entre le moment où je prends la décision d'annuler la course et le moment où tout le monde est au courant, il se passe 4 heures. Voilà. Et donc pendant ces 4 heures, c'est l'incompréhension, le truc, le machin. Et là, vous avez toujours des gens qui nous disent « Ouais, putain, on aimerait bien être informés. » Oui, mais en fait, ils travaillent. Là. Ils sont en train d'organiser les navettes pour aller chercher les coureurs. Donc toi, t'es là, t'es à l'arrivée, le glacier est en face, la buvette est ici, assieds-toi calmement, ça va bien se passer. Voilà. Descends un peu, t'es pas le président de la République, en fait, on n'a pas vraiment besoin de t'informer. Si on t'informe pas, en fait, c'est que t'as aucun rôle à jouer là-dedans. Donc tu fermes ta gueule et t'attends, en fait. Parce que là, tu fais chier tout le monde. C'est ce que j'ai un petit peu expliqué au papa de... je vais pas dire qui. Évidemment, ça s'est mal terminé. Mais néanmoins, s'il souhaite me les présenter, j'accepterai avec plaisir ses excuses, puisque je peux comprendre qu'il ait été fatigué, même s'il est passé pour un sacré imbécile égoïste sur le coup. Voilà. Donc, le problème, c'est que tous ces coureurs ont saturé les secours. Alors, comment ça se fait ? Puisque c'est un parcours qui a déjà été fait, et il a déjà été fait pendant des années très chaudes. 2022, 2023. Pourquoi cette année 2025, nous avons plus de problèmes? Alors, attendez, parce que qui c'est qui avait couru ? Je crois que c'était Pierre Galbourdin. Donc je mets Galbourdin. Normalement, il avait couru à Samoin, donc je vais vous dire le parcours. Voilà, c'était son premier try.
C'est ça. Donc en 2023, c'était le même parcours, il faisait assez chaud, il faisait très chaud d'ailleurs. Et Pierre Galbourdin remporte la course. Et ils sont... Ah merde, ça c'est les DNF. Voilà, le dernier, bon je donnerai pas son nom, il a mis 12 heures. Ils étaient 900 à finir. Le dernier a mis 12 heures. Donc vous prenez 33 km en 12 heures. Est-ce que c'est de sa faute ? Non. Pourquoi ? Parce que le problème majeur du 33 km, c'est qu'il n'y a pas de barrière horaire. Et ça, je le savais pas. Je l'avais pas vu. Il n'y a pas de barrière horaire sur le 33 km, ce qui fait que n'importe quel débutant peut s'inscrire. Quelqu'un qui n'a jamais couru, mais même en ville, peut s'inscrire. On ne l'arrêtera à aucun moment. Donc, première solution très intéressante, c'est de mettre plusieurs barrières horaires. Enfin, une seule suffirait en fait, regardez. Je vous montre. Non, on va dire plusieurs barrières horaires, vous allez comprendre pourquoi. Sur ce 33 km, nous avons donc énormément de débutants qui s'inscrivent. C'est pas très grave, puisque le trail est un très beau sport, et c'est bien que les gens s'y mettent, c'est bien que les gens fassent du sport, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut cadrer le truc. Au kilomètre 4, donc vous coupez encore des routes au kilomètre 4, enfin même au kilomètre 5, voilà. Ouais, disons au kilomètre 5, c'est la dernière fois que vous coupez une route, et après ça part un peu dans la forêt. Pour moi, au kilomètre 5, il faut déjà filtrer une partie du peloton avec une barrière horaire. Parce que au kilomètre 5, on peut arrêter les gens et les rapatrier au départ très facilement. C'est vraiment quasiment la prolongation de la route au départ. Si vous mettez votre barrière horaire au kilomètre 9, donc la deuxième route traversée, ouais, à la limite, au kilomètre 7,5, il y a un hameau, j'ai l'impression que c'est une route goudronnée, mais je suis pas sûr. Au kilomètre 9, c'est emmerdant pour y aller, parce que c'est une toute petite route. Toute petite route, ça veut dire que maximum, vous pouvez envoyer des navettes de 9 personnes. Donc si vous avez 100 personnes à virer à la barrière horaire, vous êtes dans la merde. C'est pour ça qu'il faut déjà filtrer avec une barrière horaire entre le kilomètre 4 et 5. Et encore une fois, une barrière horaire normale, rien d'élitiste. Attention à celui qui déforme les propos, j'ai des avocats meilleurs que vous parce que je les paye. Donc au kilomètre 7,5, on pourrait remettre une barrière, mais bon, c'est un peu ridicule. Autant attendre le kilomètre 9. Mais encore une fois, il faut mettre une barrière très très vite pour filtrer justement ceux qui sont venus un peu comme ça, quoi, sans aucune préparation. Et on va parler de la préparation sur 2 points, la préparation physique et la préparation logistique. Le physique, bon, à un moment donné, vous allez pas faire des miracles. Mais la préparation logistique, putain. Une préparation logistique, ça se réalise assis sur le canapé avec un ordinateur sur les genoux. Si vous ne la faites pas, je suis désolé, vous êtes un connard. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Vous ne pouvez pas vous rendre sur une compétition comme ça, sans regarder combien de kilomètres il y a entre les ravitaillements, combien de dénivelé il y a entre les ravitaillements, et de vous dire, putain, pour faire ça, du point A au point B, il me faut quoi ? Vous pouvez pas venir et ne pas vous dire ça, c'est pas possible. Vous foutez tous les autres dans la merde, en fait. Parce que si on a suspendu la course, il y avait quand même une très grande partie des coureurs qui y étaient pour rien. Donc eux, ils ont été punis à cause des autres. Et pour donner une petite stat, 75% des gens qui ont été secourus, c'était leur faute. Bon, le mec qui est tombé et qui s'est fait une fracture, ça arrive. Ça s'appelle de la bobologie, d'ailleurs. Désolé pour lui, mais ça s'appelle de la bobologie. Et on gère très bien ça côté secours, même si forcément il a mal et il fera pas de trail pendant un petit moment. Mais bon, il va s'en remettre. Et l'an prochain, il enchaînera les dossards. Mais 75% des gens, on allait les chercher parce que les types, ils avaient pas à boire. Mais mec, tu peux pas prendre une poche à eau dans le dos ? Pourquoi tu fais pas ça ? Alors, petit biais induit par les fabricants, on vous vend les camelbacks, les sacs à dos de trail, tout ce que vous voulez, avec 2 flasques à l'avant. Et du coup, vous débutez, vous achetez ce matériel, vous dites, bah c'est bon quoi, c'est la norme.
Donc il y a un petit biais induit par les fabricants. Donc il y a une petite part de responsabilité qui est liée là-dessus. Mais quand même, à un moment donné, réfléchissez tout seul, arrêtez de compter sur les autres. Donc ouais, pour moi, il faut filtrer entre le kilomètre 4 et 5. Et après, il faut filtrer, cette fois-ci peut-être un peu plus sévèrement, au kilomètre 9. Parce que après le kilomètre 9, vous êtes foutu, vous êtes parti dans la très haute montagne. Et là, c'est sûr et certain que s'il y a un problème, on va mobiliser les secours longtemps. Si c'est 1 ou 2 personnes, bah c'est pas très grave. Si c'est 20 personnes, annulation de la course. Ok, c'est comme ça que ça marche. Et si vous n'êtes pas content, on pourra mettre 300 secouristes et vous payerez 420 € l'inscription et voilà. Bah oui. Vous voulez déjà pas être bénévole, donc voilà, pour trouver des secouristes à un moment donné. Et oui, vous croyez quoi? Que tout le monde a envie de passer sa journée le dimanche à aller chercher les gens dans la forêt? Bah non, il faut qu'il y ait une petite carotte, une petite rémunération. Là, pourquoi vous êtes allé au travail lundi? Parce que ça vous a passionné? Bah non, parce que vous étiez payé. Donc ouais, faut filtrer avec la barrière horaire. Là, pour moi, gros souci. Elle manquait. Bah, on voit que c'est plus possible. C'est plus possible de lancer des trails. Mais là, on cite ça moins, parce que ça s'est passé ici. Mais je vous dis, tout l'été, ça va être la même tisane. C'est plus possible de lancer des trails sans barrière horaire. Parce que en faisant ça, en fait, les débutants peuvent s'inscrire en se disant, bah ça va, je peux prendre le temps que je veux. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir, parce que c'est ce que dit votre règlement. Votre règlement n'a pas de barrière horaire, donc la conclusion c'est, je prends le temps que je veux. Voilà. Donc, il est inutile d'agresser le débutant en le traitant de débile et de grosse merde. Ça, lui, il est dans son droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière horaire. Donc, effectivement, rien ne l'empêche, comme... non, je vais pas dire son nom. Mais le mec qui a fini dernier en 2023, qui a mis 12h05. Alors, il a peut-être eu un problème, parce que devant lui, le gars avait mis 11h40, et devant lui, c'était 11h18. Voilà, après c'est 11h16, 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 10h53, 10h41, 10h41... Ok. Mais vous voyez, quand même un qui a réussi à mettre 12h, putain l'enfoiré. Voilà. Mais encore une fois, il aurait pu en mettre 16, c'était pareil, il avait le droit. Et pas de barrière. S'il veut le faire sur 4 jours, qu'est-ce qui en empêche? D'ailleurs, si vous lui interdisez, il sera en droit de se rebeller. Donc voilà, ça, c'est un truc, la barrière horaire là, vraiment, à mon avis... Mais quand vous enchaînez les courses comme ça chaque année, vous enchaînez votre organisation de course, vous avez un peu le nez dans le guidon, et ça peut vous échapper. Et c'est vrai qu'avant, peut-être, il n'y avait pas besoin, les gens, je sais pas, ils étaient plus intéressés et tout. Maintenant, on consomme, et il faut mettre quand même des règles. Parce que, on m'a proposé d'autres résolutions de crise sur Twitter, mais c'est un peu compliqué. Alors que sur 50 km, vous voyez, il y a une barrière horaire à Jouplane. Donc là, le gars, au pire, vous le jartez de la course, il a fait 19 km et 1400 mètres de dénivelé. Donc là, bon, il râle un peu parce qu'il est hors barrière, mais déjà, il a fait un bon morceau dehors. Puis bon, s'il est hors barrière, c'est que vraiment, il avait pas le niveau, donc à un moment donné, il faut être raisonnable. Voilà. Et ça ne vous empêchait pas de remettre... Pour les petits malins qui auraient voulu faire un sprint avant la barrière horaire pour passer, je pense qu'il faut multiplier les barrières horaires. Déjà, multiplier les barrières horaires, ça permet de supprimer très peu de monde à chaque fois, plutôt que d'en mettre une grosse qui va vous faire envoyer des wagons, quoi. Et on peut en remettre, voilà, là on croise c'est une piste forestière, pardon. Là on recroise une route, on doit être au kilomètre... 25, ou à la limite vous attendez le cray là au kilomètre 26. Voilà. Parce que l'autre barrière horaire, putain, après il y en a plus. Ouais, mais c'est un peu léger. Vous voyez, sur le 50, on est un peu léger. Mais ça passe. Là, on va vraiment filtrer les gens qui font n'importe quoi. Et qui, en plus de ça, ont un niveau physique un peu léger. Parce que vous avez un autre cas. Vous avez un autre cas où la personne a un niveau physique très correct, mais va quand même solliciter les secours parce qu'elle fait n'importe quoi.
Et je vais citer une personne qui a été 5ème, voilà, d'une des courses qui s'est bien terminée. Il passe la ligne. 5ème place. Vous vous dites, putain, le mec est fort, quoi. Il passe la ligne. Il s'assoit à l'ombre des barrières. Et là, je vois que le gars va pas bien. Donc je lui dis, ouais, va vite au ravito, il est à l'ombre et tu vas boire. Ouais, non, c'est bon. Bon, déjà, il parlait à moitié. Tout de suite, je vais chercher une bouteille d'eau au ravito, une bouteille de ceinture pour qu'il y ait un petit peu de sel, etc. Et je lui donne. Je lui dis, ouais, je reste à côté de toi, tu bois, hein. Putain, le mec, il avait la bouteille dans la main, il branlait rien, il buvait pas, il levait même pas le bras avec la bouteille. J'ai dit, bon, donc là, je suis allé chercher un bénévole, et le bénévole lui a mis un petit peu d'eau sur les bras, un petit peu d'eau derrière la nuque, un petit peu d'eau sur les jambes, etc., etc. Il nous parlait toujours pas. Là, le temps, il passe. Hein. Le temps, il passe quand on fait ça. Parce qu'on regarde 5 minutes, ok, ça marche pas, on fait autre chose, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, le temps, il passe. Là, je dis, bon, visiblement, c'est un peu la merde, on va appeler les secouristes. Ils étaient pas tout de suite à côté parce que ils étaient partis sauver quelqu'un qui a fait un malaise à 200 mètres de la ligne, qui devait être dans le top 20. 200 mètres de la ligne. Et il était midi, hein. Il était midi. Donc après, il y a 13h, il y a 14h, il y a 15h, il y a 17h. C'est à 17h où il fait le plus chaud. Bon. Il était midi, ça tombait déjà comme des mouches. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce coureur ? Les secours, ils l'ont pris, ils l'ont immergé dans le lac. Et après je sais pas, moi. Après, j'ai perdu de vue, donc j'aimerais d'ailleurs prendre de ses nouvelles. S'il peut se manifester, j'aimerais savoir que tout s'est bien passé. Et qu'il n'y a pas eu de trucs pires que ça. Parce que ça peut aller très très vite. Donc vous voyez, souvent on regarde les derniers. Parce qu'il y a cet aspect un peu débutant, non-préparation, etc. bien sûr. Mais il faut pas oublier que ça peut arriver à tout le monde dès lors qu'on gère mal son effort. Donc la méfiance doit être de rigueur pour absolument tout le monde, du premier au dernier dans le peloton. Alors les autres solutions qui n'étaient pas top, c'était de diminuer le peloton. Alors effectivement, si vous diminuez le peloton, si vous lancez 5 coureurs au lieu de 800, oui, on peut les gérer avec les secours, pas de problème. Par contre, le prix du dossard, ouh là là, le prix du dossard, ouh là 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 là, là ça va devenir un sport de riche. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout un sport de riche. Si vous pensez ça, c'est que vous avez jamais pratiqué un autre sport. Vous avez jamais fait du vélo, votre fils n'a jamais voulu faire du karting. Voilà. Karting, si vous n'avez pas 40, 50 000 euros, vous commencez pas. Hein. Alors, donc réduire le peloton, même si vous passez de 800 à 400, putain, c'est toujours un problème. Parce que sur les 400, je vous ai dit, il suffit de 20 coureurs qui ont un problème. Donc réduire le peloton, ça marche pas très bien. Et encore une fois, ça va diminuer les revenus pour l'association, et donc à un moment donné, ils vont être obligés de vous augmenter le prix du dossard. Donc c'est pas une solution, c'est pas top. Alors que la barrière horaire, ça marche quand même pas mal. La seule vraie solution d'ailleurs, c'est la barrière horaire. Après, il y avait aussi espacer les courses. C'est-à-dire la lancer plus tard, plus tôt. Là, je pense que plus tu espaces les courses, à la limite le 33, je sais pas, on pourrait le mettre le dimanche. Mais en fait, le 33 a été problématique à lui tout seul, donc vous pouvez le mettre où vous voulez. Il est problématique tout seul déjà, donc... Mais espacer les courses, en fait, le problème auquel vous pensez pas quand vous me dites ça, c'est que vous allez allonger le temps de présence des bénévoles, ce qui n'est pas bien possible. Et oui. Et ça, si vous étiez bénévole, vous le sauriez. Comme vous l'êtes pas, vous le savez pas. Autre proposition, elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est vérifier le matériel à l'entrée dans le sas de départ. Alors, le très très gros problème, c'est que ça casse les couilles à tout le monde. Mais genre, vraiment ça casse les couilles. Ouais. C'est presque un délit d'ailleurs. Vérifiez le matériel. Imaginez, vous prenez 30 secondes par coureur. Vous en avez 800. Donc, 800... Oh, putain, je suis fatigué, il fait chaud.
800 fois 0,5, voilà, 400 minutes, donc c'est quoi, il faut y diviser par 60 pour avoir le nombre d'heures après. Oui, c'est ça, donc tac tac, hop, voilà, 6 heures, putain, allez hop. Donc c'est pas possible. Vous pouvez pas vérifier, vous ne pouvez pas contrôler le matériel obligatoire à l'entrée du SAS. Vous pouvez le faire sur une course de 100 personnes, vous pouvez pas le faire au-delà, c'est pas possible. Ne me dites pas non, vous n'êtes pas organisateur, voilà, vous n'avez pas d'argument en fait, donc taisez-vous. Taisez-vous. C'était quoi? Qui c'est qui avait dit ça déjà? C'était Raoult? Putain, je sais plus qui c'est qui avait sorti cette masterclass, qui était résumée en 3 secondes. C'était peut-être le Didge. Peut-être le Didge, ouais. Putain, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs maintenant le Didge? Avec sa Renault Dacia Duster là, je sais pas quoi. Sa voiture de pauvre. Putain, le mec il était... Je sais pas combien, numéro 1 mondial, je sais pas quoi, il avait une Dacia, putain mais Didge. Mais tu peux pas taper dans la caisse comme les autres, quoi, une BMW électrique, bordel. Pardon. J'en étais où? Ouais, donc contrôler le matos, c'est pas terrible. Et j'ai déjà vu des courses qui contrôlaient le matériel. Alors en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on contrôle genre un coureur sur 5. Alors vous allez me dire, ça peut suffire. Parce qu'on dit qu'on contrôle les sacs. Finalement, on contrôle une personne sur 10. Mais comme tout le monde a peur du contrôle, tout le monde a le matos sur lui. Je suis d'accord avec vous, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le problème c'est quoi? C'est que le mec, ça emmerde de porter les 2 litres d'eau, sur la ligne de départ, il dévisse la flasque et il la vide. Voilà. Comment je le sais? Parce que je l'ai vu. Et voilà mon petit pote. Et oui, ton règlement, si tu veux, il se le taille en biseau et il se le met dans le... Hein, tu vois? Donc ça marche pas. En fait, celui qui a pas envie, il a pas envie. S'il le fait pas au départ, parce qu'il a pas envie que le mec d'à côté lui dise « Hey, tu vides pas tes flashs, gna 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 », bah en fait il va le faire au bout d'1 kilomètre du départ, voilà, il va appuyer un peu sur il va la vider quoi. Il va la vider. Celui qui a pas envie de porter les 2 litres, il va pas les porter. Donc le mieux, c'est ce truc des barrières horaires, la prévention, les messages en amont, répéter. Faut que les gens s'abonnent à mon contenu aussi, parce que du coup ils vont comprendre comment se ravitailler, comment dimensionner le truc, le machin. Donc ça c'est important. On aurait dû le mettre d'ailleurs sur écran géant à l'arrivée. Abonnez-vous à la Ducarmi. Vous serez un peu moins con. Je pense que ça aurait été du plus bel effet. Et voilà, donc c'est vrai que cette petite vérification du matos, mais finalement très désuète, peut déjà filtrer. Un petit peu comme mes barrières horaires vont filtrer, mais finalement elles vont pas filtrer tout le monde. Il y en a toujours un qui va passer et qui va faire n'importe quoi. Mais ça filtre. Donc ça c'est pas mal. Je suis plutôt partant aussi sur le truc de la vérif de matos un peu hasardeuse, qui permet de filtrer quelques-uns. Et après vous avez l'inscription sur dossier aussi. Bon ça c'est un peu chiant. Parce que vous voyez Pierre Galbourdin qui gagne en 2023, il avait jamais fait de trail. Et il s'en est très bien tiré. Donc attention à cette sélection de coureurs sur dossier, vous allez en refuser certains qui sont tout à fait aptes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui adore la montagne et qui tous les week-ends fait de la rando, vraiment c'est son kiff. Il habite autour de Chambéry, donc un week-end il va en Beldon, un week-end il va en Chartreuse, de temps en temps il se fait un petit bivouac, donc il dort dehors, il a son sac de couchage, son matos, etc., sa bouffe, son eau, et après il va aller dans les Bauges, etc., dans le Beaufortin, donc le mec roule sa bosse, puis un jour il se dit, putain, ils me font marrer un peu ces trailers, bah tiens, vas-y, je vais essayer, je vais m'inscrire à... Bah allez, moi quand je randonne, c'est vrai que je fais souvent 30 bornes et 2000 dans la journée, mais bon, je suis un peu posé, pépère, je prends des photos, bah vas-y, je m'inscris sur un 50 bornes. Et en fait, ces gens-là sont tout à fait capables de finir. Mais d'un point de vue purement dossier, informatique, etc., c'est un énorme débutant qu'on va refuser. Et ça n'a aucun sens. Donc le dossier inscription, ça me paraît un peu douteux. Comme espacer les coureurs, je vois pas bien ce qu'on va en faire. Pareil, diminuer le peloton. Alors, évidemment, on peut toujours en diminuer un peu, mais ça... Alors ça filtrera. Diminuer le peloton, ça filtrera un peu. Mais encore une fois, c'est pas si simple. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté les solutions pour résoudre ce problème. On peut brièvement revenir sur pourquoi le lendemain, au lieu d'avoir le 18 bornes, on avait le 9. Parce que sur le 18 bornes, vous avez le même genre de débutant, en fait, qui pénalise tout le monde. C'est-à-dire que
Je vais boire un café à la boulangerie de Sixte Fer à cheval à 7h20, lieu de départ de la course. Qui c'est qui est devant moi? Un groupe de gens qui mangent des pains au chocolat à 40 minutes du départ. Je dis pas qu'il faut jamais manger de pain au chocolat de sa vie, je dis juste que là vous êtes inscrit à une compétition sportive avant tout, ce n'est pas une randonnée pédestre. Si vous voulez faire de la randonnée pédestre, vous y allez tout seul de votre côté, vous ne liez pas une association bénévole à vos délires, vous êtes inscrit à une compétition sportive, vous ne mangez pas un pain au chocolat 40 minutes avant le départ. Non, ça n'est pas rigolo, parce qu'ensuite quand il faut aller vous chercher dans la forêt, vous emmerdez tout le monde. Donc, c'était finalement une bonne décision que le 18 km passe à 9, parce que les mêmes personnes inconscientes présentes sur le 33 étaient visiblement aussi sur le 18. Puisque sur le 33 km, quand vous avez un index UTMB de 400 et que vous partez avec 1 litre, vous êtes ignorant. C'est pas forcément péjoratif, mais il faut que vous appreniez pour la prochaine fois. Vous ne pouvez pas répéter 2 fois cette erreur. C'est inconcevable. Voilà. Et pour ceux qui pensent que je raconte des conneries, sur le 18 km, le dernier il met plus de 5h30. Hein. Donc là encore, il faudrait mettre un petit peu des barrières horaires. Alors je vais regarder, mais évidemment il ne doit pas y en avoir. S'il n'y en avait pas sur le 33, il n'y en a pas sur le 18. Alors sur le 18 c'est un peu emmerdant parce que je vois pas trop où on pourrait les arrêter. Alors attendez, je regarde le parcours. Tac tac tac. Allez, dégage-toi. Ouais, voilà. Ah voilà. Alors. Ouais, putain, le 18, vous pouvez pas du tout... Si! Putain, si, vous pouvez faire un truc génial. Au kilomètre 5, vous pouvez faire basculer les coureurs par un tout petit sentier directement au kilomètre 10. Ça se croise presque. Et là, vous leur économisez 5 bornes. Ça veut dire qu'à telle heure, au kilomètre 5, vous vous barrez. Vous êtes pas mis hors course, à la limite, on vous classe en dernier, quoi. Mais... au kilomètre 5, paf, vous basculez tout de suite au kilomètre 10. Voilà, puis après vous pouvez finir peinard la course. Ça, voilà, ça aussi, hein, je me permettrai de l'envoyer aux organisateurs, à mon avis, c'est pas mal. C'est une bonne mesure, le gars est pas trop déçu, il finit quand même, mais il a pris un petit rappel à l'ordre. Voilà. Alors, maintenant que tout est dit... puisqu'après on va pas se répéter, j'aimerais vous faire passer le message de Théo Robin qui est un kiné qui a monté l'entreprise Cap Prévention avec son ami Gauthier qui est kiné également, qui font des plans d'entraînement, qui font des plans pour la musculation, la réhabilitation post-blessure, les tests physiques, voilà, ils ont tout un panel de compétences. Bien évidemment, ils sont eux-mêmes coureurs. Théo s'était entraîné, donc il a déjà fait les Templiers, voilà, il a roulé sa bosse. Il s'était entraîné pour le 70 km de Samoin, sachant qu'il avait déjà fait un 70 km dans la Vanoise. Et... ça s'est mal passé et il a compris pourquoi, il a décidé lui-même d'abandonner. Donc je vais vous laisser son petit audio qui décrit la situation. Et encore une fois, là on parle pas des derniers, on parle de quelqu'un qui devait être à peu près 40e de la course sur 500 et quelques. Non, sur 3, je sais plus, beaucoup. Disons qu'il était plutôt à l'avant. Et qui a rendu le dossard de lui-même parce qu'il a compris que ça allait mal se passer. Je vous laisse avec ses impressions. Ouais, salut Hugo. Eh ben écoute, pour faire un rapide retour sur le Tour du Mont Blanc des Dames, donc c'était départ 5 heures du matin et on partait pour une boucle de 70 km et environ 4004 de dénivelé. Alors du coup, les premières heures se sont bien passées. Je pensais qu'on aurait plus chaud en fait en haute montagne, mais il y avait un petit voile peut-être là-haut sur les heures du matin. Donc franchement, c'était très correct jusqu'au, on va dire, au 35e kilomètre peut-être jusqu'au refuge de Bostan. Donc là, tout s'est bien passé pour moi. J'ai été dans mes temps, un peu en avance. J'ai
pas fait d'erreur sur le pacing, je pense. Je me suis bien alimenté, je me suis bien hydraté. Enfin bref, tout allait bien. Et du refuge de Bostan jusqu'au ravito de Vallon, là, ça commençait vraiment à se dégrader pour moi. J'ai senti que la descente de 2000 de D-, elle m'a fait flamber un petit peu. Et c'est surtout la descente du coup vers une basse altitude et la chaleur qui m'a commencé à me flinguer complètement. Et là, j'ai senti que j'étais en surchauffe. J'ai croisé un pote à un moment où il était sur la route en vélo pour me rejoindre, pour venir m'encourager. Et là, je lui ai dit, attends, mais prends mes affaires, prends mon téléphone, prends mes écouteurs. Là, je me jette complètement habillé dans la rivière. Là, je me suis dit que ça commençait vraiment à être difficile pour moi d'un point de vue température. Ensuite, je suis arrivé au ravito de Vallon. J'ai des copains qui m'ont bien aidé. Voilà, j'ai pris le temps de m'alimenter, de rebaisser en température, de me changer, mettre des fringues claires, légers, de mettre un bob, etc. Vraiment, je pensais avoir tout fait au mieux. Je me suis versé des litres et des litres d'eau sur la tête pour essayer de refroidir à nouveau. Et je suis parti dans la bosse. Et là, j'ai mon copain qui a vu que j'étais pas bien, donc il a commencé à m'accompagner un petit peu. Et là, je sentais que là, ça allait plus. J'ai fortement ralenti pour une FC qui était toujours la même. Donc en fait, j'arrivais plus à monter à plus de 600 mètres par heure. Je commençais à avoir des troubles cognitifs. Donc quand il me répondait, j'étais de plus en plus à côté de la plaque. J'avais du mal à savoir où étaient mes gels. Je reconnaissais à peine les boissons, savoir si c'était de l'ISO, des électrolytes ou de l'eau claire. J'étais vraiment un petit peu, je commençais à être un peu déboussolé, j'arrivais plus à calculer les temps, etc. Et donc là, ça commençait à être difficile. Il m'a dit, bah, fais une pause. Donc j'ai fait une première pause. On a continué. J'ai dû faire une sieste dans la bosse. Donc il m'a réveillé au bout de 5-6 minutes. Il a continué de m'accompagner parce qu'il a vu que vraiment j'étais complètement cuit. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je fais une dernière pause. Je me calme. J'envoie un gel. Je pars 10 minutes et je vois ce que ça donne. J'ai vu que ça allait pas revenir et franchement, c'était de pire en pire les troubles cognitifs. J'étais en baisse de motivation et moi, je voulais pas finir en mode rando pour rando. Je l'avais déjà fait en fin de saison dernière au Templier. Et je voulais voilà, soit faire un chrono correct, mais je voulais pas finir en mode randonnée et ramper sur les 20 dernières bornes qui me restaient. Donc, j'ai pris le choix de me respecter physiquement, mais aussi mentalement parce que la suite de la saison, elle est longue et j'avais envie de continuer de profiter de la montagne, de ne pas être dégoûté et puis surtout de ne pas voilà, avoir une pathologie grave avec une hyperthermie ou alors de me blesser parce que, je sais pas, j'aurais pu tomber, me faire une entorse, etc. Donc, ouais, c'était pas facile de faire un premier DNF, mais je pense que la décision était sage. Du coup, j'ai appelé le PC course et j'ai dû faire demi-tour et croiser tous les derniers concurrents. Et franchement, c'était un peu l'hécatombe dans la bosse. C'était un peu la cour des miracles. Tout le monde les pattes en l'air qui faisait la sieste à l'ombre. Voilà, c'était quand même très dur. Et puis bon, quand on a su une heure après que la course était arrêtée, je me suis dit qu'il y avait une certaine logique et que j'avais bien fait de me respecter dans tous les cas. Que ça va à rien de vouloir finir pour finir, quitte à y laisser de sa santé, que ce soit physique ou intellectuelle. Voilà, bah écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant. Et maintenant qu'on a écouté le retour d'un coureur pour qui ça s'est mal passé, un coureur de bon niveau pour qui ça s'est mal passé et qui a su lui-même s'arrêter, vous voyez, c'était limite, hein. Vous avez vu comme il a frôlé la limite. Donc là, il n'y a aucun regret à avoir pour cet abandon. Il fallait surtout pas en faire plus. Et bien maintenant, vous allez entendre le message d'Anthony Costa, qui est médecin de formation, même il s'est déjà orienté vers la cardiologie, donc il est en train de finir le truc, mais qui est médecin présent sur de nombreux événements, notamment l'UTMB, depuis X années en plus, est-ce que je l'ai vu avant le Covid, je sais plus, mais en 2021 c'était sûr. Et Anthony est également un très bon coureur, puisqu'il a remporté le format 50 km à Samoin, justement, à 10 km/h de moyenne, donc vous apprécierez la performance par la chaleur. Et voici ce que peut dire Anthony du point de vue du médecin, parce que le coup de chaud n'est pas du tout une petite chose amusante, loin de là. Salut Hugo, bonjour à tous. Un petit mot pour discuter de la raison pour laquelle la chaleur peut devenir rapidement problématique dans la médicalisation d'un trail ou d'un ultra-trail. Peut-être débuter par quelques éléments de contexte. Il faut savoir que la tolérance de l'organisme à la chaleur est quand même bien moindre que la tolérance au froid, pour plusieurs raisons. Il faut savoir que lorsqu'on produit un effort, il y a seulement 20% de l'énergie qui participe vraiment au travail purement mécanique et 80% de l'énergie en fait qui est dissipée sous forme de chaleur. Donc ça, c'est un premier élément à avoir en tête. Un autre élément, c'est de savoir que
Le principal mécanisme de protection du corps face à la chaleur, ça va être d'envoyer le flux sanguin, de redistribuer le flux sanguin vers la peau pour favoriser les échanges de température entre le sang et puis le milieu extérieur, et puis favoriser la sudation. Or, lorsqu'on fait un effort, on a déjà une redistribution du flux sanguin, du débit cardiaque vers les muscles qui sont actifs, qui travaillent, et donc on peut avoir une compétition entre ces deux phénomènes, avec un débit cardiaque qui va à la fois être dirigé vers la peau, à la fois être dirigé vers les muscles, et tout ça, ça peut se faire au détriment de la perfusion des autres organes, notamment le foie, notamment le rein, le tube digestif, voire à l'extrême le cerveau. Alors le plus souvent, et heureusement, les choses se passent bien, mais il arrive certaines situations où ces mécanismes de protection peuvent être dépassés et où les capacités qu'on appelle de thermorégulation, de limiter cette augmentation de température à l'effort, peuvent totalement se dérégler, et on peut tomber dans un cercle vicieux où la température corporelle va monter, ce qui peut avoir des conséquences vraiment gravissimes sur la santé. Et du coup, on peut avoir une évolution assez rapide de ce qu'on appelle l'épuisement à la chaleur, où on va avoir des maux de tête, on va avoir une grande fatigue, on peut avoir des crampes, avoir le teint pâle, la tachycardie, tout ça est fortement mêlé avec la déshydratation, et tout ça peut rapidement évoluer vers le coup de chaleur à l'exercice qui là est vraiment redoutable, où on va avoir par définition des troubles de conscience, en tout cas des troubles neurologiques avec de la confusion, avec de l'incoordination, et ça peut aller jusqu'au coma. Et c'est dans cette situation-là où on peut avoir des atteintes d'organes, notamment le foie qui va pâtir le premier, et puis le rein, le tube digestif, toute une cascade, un cercle vicieux d'inflammation qui va se mettre en place et qui va d'autant plus aggraver la situation, et qui peut conduire chaque année malheureusement des personnes en réanimation, voire mettre en jeu directement le pronostic vital. Donc on parle quand même là de quelque chose de très sérieux. Et vraiment, la clé dans la prise en charge, c'est de la reconnaissance rapide de la problématique et le traitement rapide. Reconnaissance rapide, et ça, je pense que tous les trailers doivent être sensibilisés à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a une personne, un coureur qu'on voit qui semble pas cohérent, qui a une démarche bizarre, qui semble confus lorsqu'on lui pose une question, et dans un contexte où il s'est pas bien hydraté avant, il faut très rapidement contacter l'organisation, le PC Secours. Et puis ensuite, dès lors qu'on a fait le diagnostic d'épuisement à la chaleur ou de coup de chaleur, le traitement en urgence, c'est le refroidissement dès que possible, le plus rapidement possible, avec tout ce qu'on a à disposition. Donc mettre les coureurs à l'abri de la chaleur, à l'ombre, s'il y a un névé, utiliser la neige, utiliser des vêtements mouillés, utiliser s'il y a une rivière, mais absolument refroidir le plus rapidement possible les personnes et les extraire le plus rapidement de la chaleur. Alors on sait qu'il y a certains facteurs de risque de ces complications liées à la chaleur, à l'exercice, mais il y a quand même un côté imprévisible et tout le monde peut être concerné, quel que soit son niveau. Et forcément, lorsque on envoie des centaines, voire des milliers de personnes sur une course, sur un trail ou un ultra, dans des conditions de chaleur assez exceptionnelles, statistiquement, ça peut très vite mal se passer. C'est-à-dire que si vous êtes amené à devoir intervenir sur 4, 5, 6, 10 cas de coups de chaleur simultanés, avec à chaque fois, je répète, une mise en jeu potentielle du pronostic vital, ça devient vite très compliqué. Et ça, malheureusement, on peut mettre autant de secouristes et de médecins qu'on veut, si jamais on se retrouve avec un nombre trop important de ces cas potentiellement très graves, on sera toujours dépassé, peu importe les moyens qu'on met en place. D'où les mesures de prévention qui sont indispensables, et les mesures d'adaptation telles qu'ont été prises par l'organe de l'Ultra Trail du Haut-Gif le week-end dernier, qui étaient totalement justifiées, en tout cas sur le plan médical. Voilà, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, et à bientôt. Et bien voilà. Donc ce que vous pouvez faire, écoutez, Anthony Costa, je pense que il va pas avoir 10 000 demandes. Je peux vous dire si vous avez un petit
doutes, des questions supplémentaires là-dessus, sur Instagram, c'est Anthony Costa, hein, tout simplement. Vous pouvez lui envoyer un petit message, il se fera un plaisir de vous répondre, puisque le garçon est très fort en trail, mais sachez qu'il enchaîne parfois des nuits de garde. Alors, une nuit de garde, des fois vous êtes très actif et vous avez le temps de rien faire, vous êtes mort. Et des fois, fort heureusement pour ces gens-là, des fois il se passe rien. D'ailleurs, c'est bien quand il se passe rien, parce que quand il se passe un truc, c'est pas quelqu'un qui a gagné au Monopoly, c'est quelqu'un qui a un problème. Donc voilà, envoyez-lui un petit message. S'il peut, il vous fera une petite réponse si vous avez des questions par rapport à ça. Puisque, encore une fois, les problèmes peuvent arriver très, très, très vite, liés à la chaleur. Mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute, puisque là c'était un podcast un petit peu informatif, puisque c'est le but. C'est le but. Je rappelle qu'en résumé, il faut bien cadrer les règlements de course avec des barrières horaires à des endroits judicieux pour réceptionner les coureurs et les évacuer aussi sans qu'ils aient à attendre 2 heures, parce que le but c'est quand même pas de les emmerder. Deuxièmement, attention, les problèmes ne surviennent pas uniquement chez les débutants. Je vous ai donné 2 exemples du top 20 qu'on avait chié, plus le Théo Robin qui devait être vers la 40e place. Donc voilà, attention, ça se passe aussi à l'avant du peloton, méfiance. Si vous êtes justement quelqu'un qui débute un peu, qui trouve que le trail c'est cool, n'hésitez pas, soyez proactif, posez des questions. Les gens qui vont se moquer des questions que vous posez sont des connards, justement, ça, voilà, raccord un peu au titre. Il n'y a pas de questions bêtes. La seule chose qui est inadmissible, c'est de faire une erreur et de la refaire une deuxième fois. Ça c'est complètement con. Mais voilà, posez des questions sur les groupes de discussion Facebook, il y en a quand même plein. Je sais pas moi, quand vous voyez du contenu, voilà, tiens, il y a un kiki là qui va vous faire un truc sur l'adaptation à la chaleur, vous avez pas compris un truc, etc. Vous lui mettez une question dans les commentaires, etc. Posez des questions, demandez de l'aide. Je pense qu'en trail c'est quand même le sport où l'entraide est très 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 présente. Donc comptez là-dessus aussi. Encore une fois, les rares personnes qui se moqueront de vous parce que votre question était peut-être idiote ou simpliste, ce sont vraiment des débiles. Et ils seront punis un jour ou l'autre par le karma. Et voilà, que dire de plus, en espérant que ça se reproduira pas trop cet été, même si je pense qu'il faudra du temps pour que ça bouge un peu et que ça s'améliore. Mais après, moi, ce que je propose, c'est vraiment tout ce qui est sur mon site web, et j'ai de nombreuses personnes quand même qui ont évolué de manière très positive en suivant un peu le contenu, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui publie systématiquement du contenu. Quand je vais interviewer un nutritionniste, un médecin, voilà, sur un sujet que moi je maîtrise pas. Par contre, moi je pose des questions. Et il faut qu'à la fin, il y ait eu la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui m'ait permis de comprendre, évidemment grossièrement, parce que sinon je serais moi aussi médecin, tel point. Pareil quand c'est de l'ostéopathie, pareil quand c'est du massage, pareil quand c'est... Voilà. Je creuse un sujet sur mon site, je vais interviewer un professionnel qui fait ça au quotidien, et on fait une petite synthèse avec des billes pour tout le monde pour pas que ça parte trop en couille. Voilà. Et ça, vous avez la chronique le lundi, avec l'interview du champion, l'article intelligent, c'est le vendredi, et entre-temps, on peut discuter via forum, Discord, formulaire de contact, bien évidemment. Quand quelqu'un est abonné à mon contenu et qui me pose une question, j'essaie de lui faire une réponse propre, carrée, professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, c'est déjà pas mal, voilà. Allez, prochain podcast, il sera post-Lavaredo. Un Lavaredo qui va certes se dérouler sous la chaleur, mais pour moi, la course se déroule de 23h à 12h et quelques, donc je suis pas trop impacté. Par contre, si vous terminez, je pense à celles et ceux qui y vont là, si vous terminez votre Lavaredo vers 20h, vous allez prendre tarif. Donc faites gaffe. Par contre, moi, je vais quitter les 2000 mètres d'altitude vers 10h du mat pour arriver à 1000 mètres d'altitude vers midi. Donc, vous voyez ? Et je me suis entraîné sous la chaleur depuis déjà 3 semaines. Donc je
je suis pas très inquiet et malgré tout, je vais suivre des recommandations de bon sens. Mais avec ces horaires de course, je ne serai pas impacté. Par contre, quelqu'un qui va partir à 8 heures pour faire un 50 km et arriver à 14-15 heures, lui, attention. Donc vous voyez, il y a ça aussi. Les horaires de départ, nanana. Donc il y a plein de choses, plein de paramètres. Et encore une fois, et on finira là-dessus, vous avez le droit d'être un débutant en sport, vous avez le droit d'avoir un physique qui fait que vous êtes pas très bon. C'est pas grave, vous allez progresser à force de faire, vous allez progresser. Par contre, préparer sa course, c'est quelque chose qui se réalise assis sur une chaise, dans une salle climatisée avec un ordinateur. Donc c'est à la portée de tous. Voilà. Vous avez le droit de pas être bon, vous n'avez pas le droit de ne pas être préparé. Allez, à dans 2 semaines les kikis, salut!